Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. C'est comme si on empilait 50 tours Eiffel faites de vieux téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver. Mais seulement 9 millions de tonnes sont correctement recyclées. Le reste pollue la terre, l'eau et l'air, libérant du plomb, du mercure et du fréon. Alors, comment les usines transforment-elles ces déchets en nouvelles ressources? Et pourquoi votre vieille machine à laver pourrait-elle finir dans une nouvelle voiture? Restez jusqu'au bout, ça va être dingue. Aujourd'hui, le recyclage des appareils électroménagers, c'est un processus complexe et bien huilé qui aide à réduire l'impact sur l'environnement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques décennies, les vieux frigos, téléviseurs et machines à laver finissaient à la décharge ou en pleine forêt. Voyons comment l'humanité a appris à traiter ces appareils et à transformer les déchets en ressources. Au début du XXe siècle, l'électroménager était rare. La plupart des gens n'avaient pas d'appareils électriques. Quand quelque chose tombait en panne, comme une machine à laver mécanique ou une gazinière, on les réparait à la main. Les pièces en métal étaient fondues et réutilisées. Avec l'essor de l'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les premiers réfrigérateurs, fer à repasser, ventilateurs et grille-pains sont apparus. Comme ces appareils coûtaient en cher, on les gardait le plus longtemps possible. Et quand ils cassaient, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on les réparait et on les réutilisait. Les pièces métalliques, surtout pendant les guerres, où le métal manquait, étaient fondues et réemployées. Et parfois, on les jetait tout simplement avec les ordures ménagères. Mais à l'époque, la production de masse n'existait pas encore, donc le problème du recyclage n'était pas si pressant. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le boom économique. L'électroménager devient plus abordable. La production de masse fait qu'on ne répare plus les vieux appareils. On les remplace. Résultat, des tonnes de réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver finissent à la décharge. Pas cool, surtout à cause du plomb et du mercure contenus dans les téléviseurs à tube cathodique. C'est à ce moment-là que les gouvernements commencent à réfléchir à des décharges spécialisées pour les déchets électroniques. Dans les années 70, aux États-Unis et en Europe, les premiers programmes de collecte et de recyclage voient le jour. Mais une véritable filière de recyclage n'existe pas encore. Dans les années 1980, le problème devient évident. Certains pays commencent à adopter des lois sur la collecte et le recyclage des appareils. En Europe, les premières usines de recyclage de réfrigérateurs et de machines à laver ouvrent leurs portes. Au Japon, une loi oblige les fabricants à reprendre les vieux appareils. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, des programmes encouragent la réutilisation des métaux et des composants électroniques. Les gens commencent à comprendre les dangers du fréon et des métaux lourds. De nouvelles méthodes d'extraction sécurisées sont développées. Mais beaucoup ne saisissent toujours pas pourquoi il ne faut pas jeter ces appareils n'importe où. Parce qu'un frigo, un climatiseur ou même une machine à laver, c'est pas juste du métal et du plastique. À l'intérieur, il y a des substances nocives qui ne doivent pas finir dans la nature. Quelques exemples. Les anciens réfrigérateurs contiennent du fréon, un gaz qui détruit la couche d'ozone. Mal manipulé, il peut causer de gros dégâts. Et ça, c'est vraiment pas top. Mercure, plomb, cadmium. Beaucoup de composants électroniques contiennent des métaux lourds qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Mais si on démonte correctement un appareil, la plupart des matériaux peuvent être réutilisés.
Quand vous confiez un appareil à un centre de recyclage, il passe par plusieurs étapes. Dans des usines spécialisées, l'appareil est démonté pièce par pièce. Métal, plastique, verre, circuits électroniques, isolants, etc. On aspire le fréon des réfrigérateurs. On retire l'électronique des machines à laver, là où se cachent les métaux lourds. Ces substances sont envoyées vers des centres de stockage sécurisés. La plupart des composants peuvent être recyclés. Le fer, l'aluminium et le cuivre sont fondus et réutilisés dans l'industrie. Le plastique est trié et transformé en nouveaux produits. Le verre des portes de fours et de machines à laver peut servir dans le secteur du bâtiment. Certaines parties, comme certains isolants, ne peuvent pas être réutilisées. Elles sont donc éliminées en toute sécurité. Après le retrait des substances dangereuses, ce qui reste de l'appareil passe dans des broyeurs qui le réduisent en petits morceaux. Des séparateurs magnétiques extraient le fer, tandis que des systèmes à induction trinent les métaux non ferreux et le plastique. Certaines entreprises utilisent des scanners optiques et des rayons X pour identifier et trier automatiquement les matériaux. Un moyen super efficace d'extraire des ressources précieuses, comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. Et maintenant, comment bien se débarrasser d'un vieil appareil? Plusieurs options. Option 1, le déposer dans un centre de recyclage. Option 2, le vendre ou le donner pour les pièces détachées. Certains réparateurs rachètent les vieux frigos et machines à laver. Option 3, profiter des offres, ramener l'ancien et bénéficier d'une réduction. Pratique si vous voulez du neuf. Option 4, le donner à une association caritative. Si l'appareil fonctionne encore, il peut aider une famille dans le besoin. Une bonne action. Et un monde plus cool. Recycler ces appareils, c'est bon pour la planète et ça économise des ressources. Voyons ce qu'on peut tirer d'un vieux frigo ou d'une machine à laver. Le fer fondu sert à fabriquer de nouveaux appareils. Les fils de cuivre deviennent des câbles et des circuits électroniques. Le plastique recyclé peut devenir la coque d'un nouvel appareil ou même des pièces de voiture. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée des emplois et booste l'économie. Si on arrêtait de jeter les vieux appareils n'importe où et qu'on les recyclait, ça changerait beaucoup de choses. Moins de déchets toxiques dans la nature, une eau et un air plus propres, plus de ressources pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, la prochaine fois que votre machine à laver rend l'âme, ne la jetez pas. Trouvez un centre de recyclage ou donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Faisons du bien à la planète, ensemble. À l'échelle mondiale, seulement 9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés et recyclés officiellement. Le reste finit dans des décharges ou est brûlé, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Chaque année, dans le monde, plus de 38 millions d'atterrissages d'avions de ligne ont lieu et chacun met le train d'atterrissage à rude épreuve. Imagine, quand un Boeing 747 touche la piste à environ 260 km/h, la charge sur ses roues dépasse facilement la centaine de tonnes. Et la température des pneus grimpe en un éclair jusqu'à près de 400 degrés Celsius. Comment fabrique-t-on donc ces roues et ces trains d'atterrissage ultra résistants capables de tenir le choc dans des conditions aussi extrêmes? Reste dans les parages. Je vais te montrer de quoi sont faits ces véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie.
Au tout premier temps de l'aviation, quand les frères Wright ont réalisé leur tout premier vol en 1903, leur flyer n'était même pas équipé de pneus. L'avion glissait simplement sur un rail de guidage. Mais avec le développement de l'aviation, on a vite commencé à utiliser des pneus de voiture classiques. Les premiers vrais pneus pour avion étaient des chambres à air en caoutchouc, comme sur les vélos ou les voitures. Pas très robustes. Ils cédaient souvent quand l'atterrissage était trop brutal. Et clairement, c'était pas la joie. Dans les années 20 et 30, l'aviation a fait un bond en avant et les exigences de résistance pour les pneus se sont envolées. La fabrication est donc devenue plus spécialisée, avec l'apparition de constructions renforcées à couches multiples, le fameux cordon, capable de supporter de plus lourdes charges. Des fabricants comme Goodyear et Dunlop ont alors mis au point des pneus spécialement conçus pour l'aéronautique, utilisant du caoutchouc synthétique et plusieurs couches de renfort pour booster la solidité. La Seconde Guerre mondiale a donné un sacré coup de fouet à l'industrie aéronautique, y compris à la production de pneus. Les avions sont devenus plus lourds, plus rapides, et du coup, la pression sur leurs pneus au moment de l'atterrissage a explosé. C'est à cette époque que les ingénieurs ont commencé à calculer les contraintes sur les pneus, grâce à des modèles aérodynamiques et des formules mathématiques. On a alors développé des pneus radiaux multicouches, capables de tenir des vitesses et des charges énormes pendant le décollage et l'atterrissage. Avec l'arrivée des avions à réaction dans les années 50, les contraintes sur les pneus ont encore grimpé. Un Boeing 707 ou un Tu-104, par exemple, pouvait dépasser la centaine de tonnes au décollage, d'où la nécessité de concevoir des pneus totalement nouveaux, aptes à supporter la chaleur due au frottement lors de l'atterrissage. C'est ainsi que sont apparus les pneus en caoutchouc synthétique résistants à la chaleur, enrichis d'additifs chimiques pour éviter la surchauffe et l'éclatement. C'est là qu'a vraiment commencé l'ère moderne de la fabrication de pneus pour avions. Le train d'atterrissage d'un avion subit des contraintes tout simplement dingues. À l'atterrissage, le poids de l'appareil peut largement dépasser la centaine de tonnes. Et le choc sur la piste peut représenter plusieurs fois ce poids. Lors du décollage et du freinage, les roues encaissent un frottement et des températures de folie. Par exemple, la vitesse d'atterrissage d'un Boeing 747 tourne autour de 260 km/h. Et le train doit tenir sur la durée. Il doit résister à des dizaines de milliers d'atterrissages sans dommages majeurs. Mais alors, qu'est-ce qui compose exactement un train d'atterrissage? Eh bien, tu vas voir. Le titane, c'est le top du top. Léger, costaud et immune à la corrosion. Mais évidemment très cher. Les aciers à haute résistance, on les retrouve surtout sur les avions cargo ou certains modèles militaires. Quant aux alliages d'aluminium, c'est la version allégée pour les avions plus petits. Comment fabrique-t-on tout ça? Tiens-toi prêt, c'est assez fascinant. Forgage. On part d'un bloc de titane ou d'acier qu'on presse sous haute pression pour obtenir la forme voulue. Usinage CNC. Après le forgeage, on peaufine la pièce grâce à des machines à commande numérique en retirant le surplus. Traitement thermique. Pour durcir encore le métal, on le chauffe à très haute température avant de le refroidir brutalement. Revêtement. On applique ensuite un revêtement anti-corrosion parce que le train d'atterrissage subit l'humidité et des produits agressifs, comme les agents de dégivrage sur la piste. Les roues d'un avion, c'est pas juste un bout de caoutchouc, comme sur une bagnole. Elles doivent encaisser la vitesse, le freinage brutal et des chocs monstrueux. Qu'ont-elles de si particulier? Elles fonctionnent dans des amplitudes de température extrêmes, de moins 122 degrés en altitude, à plus de 392 degrés. Incroyable, non? Elles ne peuvent pas juste péter
en cas de surcharge. Il y a des systèmes spéciaux de dégonflage pour éviter l'explosion. Et chaque roue doit encaisser plusieurs tonnes. Comment sont-elles fabriquées? Regarde bien. D'abord, on façonne le disque métallique, souvent en aluminium ou en titane, pour la légèreté et la robustesse. Puis, on prépare le pneu. Ce n'est pas juste de la gomme, mais un assemblage de matériaux complexes. Des fibres de carbone et du Kevlar pour la solidité. Du caoutchouc taillé pour supporter des températures extrêmes. Des ceintures métalliques renforcées pour éviter l'éclatement. Les roues sont ensuite testées dans des labos spécialisés où on les soumet à des chocs, à l'usure et même à des tirs. Car oui, certains avions militaires utilisent des pneus par balle. Un pneu de voiture classique peut s'user après 50 000 km. Sur un avion, c'est différent. Un pneu peut encaisser jusqu'à 500 atterrissages. Mais chacun d'entre eux est un véritable supplice. Alors, qu'est-ce qui rend les pneus d'avion si spéciaux? Leur super pouvoir vient d'un caoutchouc ultra résistant, qui ne lâche pas sous la pression. Des flancs renforcés protègent la gomme des dégâts sur la piste. Et certaines gommes peuvent libérer de l'air pour éviter d'exploser en cas de surchauffe. D'abord, on forme la carcasse, en combinant ceinture d'acier, Kevlar et autres matériaux costauds. Puis on cuit le pneu à des températures ultra élevées pour le durcir. Ensuite, on l'étire, on le comprime, on le teste sous plusieurs centaines de bars de pression. Et voilà, les pneus sont prêts. Et maintenant, parlons un peu du futur. Chaque année, l'aviation devient plus légère et plus efficace. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la fabrication des trains et des roues? Faisons un petit saut en avant. Première piste, les composites. Certains avions datent déjà des structures en carbone, nettement plus légères que le métal, mais tout aussi résistantes. Deuxième idée, les matériaux autoréparants. Ces nouvelles technologies permettent de créer des revêtements qui se soignent eux-mêmes à la moindre micro-fissure. Enfin, les pneus sans air. La NASA et les compagnies aériennes les testent, car ils sont Pour résumer, le train d'atterrissage d'un avion est conçu à partir de matériaux ultra résistants, capables de supporter d'immenses contraintes lors du décollage, de l'atterrissage et du roulage. Les principaux? Des alliages de titane et d'aluminium, des aciers à haute résistance et des composites. Les alliages de titane servent aux pièces les plus critiques grâce à leur robustesse, leur résistance à la corrosion et leur légèreté. Les alliages d'aluminium, plus légers que l'acier, sont parfaits pour les zones moins sollicitées. Les aciers haute résistance entrent en scène quand il faut une rigidité et une durabilité maximale. Les matériaux composites, eux, permettent d'alléger encore la structure, tout en renforçant sa solidité. Ajoute à cela des systèmes hydrauliques et amortisseurs, qui absorbent les chocs à l'atterrissage et garantissent plus de confort pour l'équipage comme pour les passagers. Et tu comprends pourquoi ces trains d'atterrissage sont de vrais bijoux d'ingénierie.